Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo 1 concernant l'isostatisme. Donc un gros chapitre de l'usinage, c'est l'isostatisme. Donc ça, on va s'appuyer sur le cours qu'il y a sur votre livret. On va suivre ce cours et puis en parallèle, je vous présenterai des vidéos ou d'autres documents. Je vais tout d'abord, avant de parler d'introduire l'isostatisme, vous parler des 4 vidéos qu'il y aura sur l'isostatisme. Donc la première, c'est celle que vous êtes en train de visionner. On va introduire la notion d'isostatisme et on parlera de décodage de l'isostatisme MIP, première partie de la norme. Je vais revenir sur ce que ça veut dire, hein, n'inquiétez pas. Deuxième vidéo, comment mettre en place l'isostatisme, toujours sur les MIP, première partie de la norme. Donc pour faire un peu simple, la vidéo 1 vous apprendra entre guillemets, hein, à lire l'isostatisme, et la deuxième vidéo vous apprendra à l'écrire, à savoir comment on la met en place. Troisième vidéo, décodage de l'isostatisme, cette fois-ci sur les maps, deuxième partie de la norme, donc c'est toujours l'isostatisme, mais vous comprendrez pourquoi on parle de deuxième partie de la norme. Et enfin vidéo 4, vidéo qui vous présentera les porte-pièces de tournage et de fraisage qui permettent justement de réaliser l'isostatisme. Parce que tout ça c'est lié, l'isostatisme c'est les porte-pièces, on la met en place grâce aux porte-pièces. Voilà pour une petite introduction sur les 4 vidéos qu'il y aura à regarder. Alors bien entendu ça se fait pas en une fois, ça va être très long, hein, mais voilà. Donc on va revenir sur le cours de l'isostatisme, mise en position isostatique. Donc je vais faire une petite introduction. Qu'est-ce que c'est? La mise en position permet de positionner une pièce sur une machine-outil afin de l'usiner. Alors, effectivement, qu'est-ce que c'est que la mise en position? L'objectif c'est quoi? C'est de pouvoir mettre des pièces toujours de la même façon sur une machine. Quand vous travaillez en série, l'idée que vous mettez la pièce 1 à un endroit sur la machine, il faut que quand vous l'enleviez et que vous mettiez la pièce 2, il faut que la pièce 2 soit exactement au même endroit que la pièce 1 et ainsi de suite pour toutes les pièces. Voilà. Ça, c'est la notion importante à retenir. Mise en position isostatique, ça veut dire on veut toujours que la pièce se remette au même endroit. Isostatisme, vous le verrez dans ce que je vous présenterai après, ça veut d'ailleurs dire ça veut dire égale position. Hein. Ça, c'est la première partie de la norme. Donc, vous aviez, vous rappelez là ce que je vous ai expliqué avant, qu'il y avait 2 vidéos qui vous permettront de lire et d'écrire entre guillemets l'isostatisme, première partie de la norme. Ça concerne juste la mise en position, d'où le sigle MIP. MIP, des fois vous les voyez dans les documents de production en majuscule M, Y, P, c'est la mise en position. Hein. Donc je peux peut-être le mettre à côté, j'ai pas beaucoup de place. MIP, voilà, c'est la mise en position. Et c'est la première partie de la norme. C'est ce qu'on appelle la première partie de la norme. Donc une fois qu'on a mis en place notre pièce, il faut la serrer pour pas qu'elle bouge. Et ça, c'est l'objectif de la deuxième partie de la norme. Et là, on parlera de la map, maintien en position. Voilà. Parce que ça, vous le trouvez des fois sur les... Oh, qu'est-ce que j'écris? Maintien en position. Vous le retrouvez sur vos documents de production. Ces 2 sigles, MIP et MAP. Voilà, donc on fera le distinguo. L'objectif c'est qu'au travers de toutes les vidéos que vous allez voir, vous comprendrez à force vraiment la différence entre les deux. Voilà. Hein. Alors, l'effort de serrage devra toujours être supérieur à l'effort de coupe. D'accord. Dans le cadre d'un usinage unitaire, une mise en position grossière peut suffire à usiner la pièce. D'accord. Dans le cadre d'un usinage en série, la mise en position permet de retrouver la même position d'usinage à quelques dixièmes de millimètres près. Même, on peut faire mieux. Hein. Pour l'ensemble des pièces de la série, donc, d'obtenir une bonne qualité de réalisation dimensionnelle et géométrique. D'accord. Ça, c'est pour une première introduction. Je vais m'appuyer maintenant sur une vidéo. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, cette vidéo, mais elle est bien faite. Donc, je vais vous la commenter, tout simplement. Alors, l'isostatisme.
Alors, ça va être un peu vite, peut-être faire une petite revenir. L'isostatisme. On va parler de degré de liberté et de liaison. Donc l'isostatisme, alors il me semble que c'est expliqué après, je vais laisser dérouler un peu. Voilà, c'est ça. Donc un solide en liberté dans l'espace, vous voyez là on vous représente un prisme, mais vous pouvez prendre n'importe quel solide. Il est d'un mouvement qui peut se décomposer en 6 mouvements élémentaires. Hein, vous allez voir. Donc on vous parle de 3 translations. Donc regardez, votre cube là, il est animé, il peut bouger suivant 3 axes en translation. Suivant l'axe des X, il peut se translater. Suivant l'axe des X, il peut se translater suivant l'axe des Y. Et bien entendu, il va pouvoir se translater suivant l'axe des Z. Et enfin, on le voit bouger là, ce même cube, il est animé de 3 mouvements de rotation, suivant l'axe X, suivant l'axe Y et suivant l'axe Z. Donc 3 translations et 3 rotations, ça fait 6 mouvements élémentaires. Voilà. C'est ce qu'on appelle les degrés de liberté. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué en introduction, sur une machine-outil réglée, pour réaliser une bonne série de pièces en assurant une bonne stabilité, il est indispensable que chaque pièce prenne une position unique dans le porte-pièce. Il faut qu'à chaque fois, elles reviennent au même endroit, les pièces. Voilà, on vous fait il y a des pièces qui arrivent, vous voyez. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Isostatisme, ça veut dire iso égale statisme position. Voilà. Lorsqu'une pièce est mise en position isostatique, tous ces degrés de liberté sont supprimés. Donc ça, c'est super important. L'objectif de l'isostatisme, ça va être de faire en sorte que la pièce ne puisse plus bouger, donc que sa mise en position soit bonne, et qu'on supprime tous ces degrés de liberté. Les 6 degrés, vous vous rappelez, c'est les 3 translations et les 3 rotations, suivant les axes X, Y et Z. Alors, le fait de supprimer des degrés de liberté, pour l'instant on verra plus tard, ça va générer des liaisons. On va créer des liaisons. Donc on les définira une par une, ne vous inquiétez pas. Alors, là je vais arrêter la vidéo ici, on y reviendra plus tard. On va repartir sur le cours. Donc, pour vous représenter ces 6 degrés de liberté, on vous montre l'exemple de l'avion. L'avion, vous voyez, il a 3 translations possibles et 3 rotations possibles. Donc il a 6 degrés de liberté. 3 translations, 3 rotations. Voilà. Alors, comment on élimine des degrés de liberté? Un degré de liberté correspond à un mouvement possible. Vous vous rappelez une rotation ou une translation. Donc, pour éliminer un degré de liberté, on va utiliser un contact ponctuel. Voilà, un contact ponctuel, faut imaginer c'est quoi. Donc on va peut-être revenir sur la vidéo, ça va nous aider. Alors, ouais. C'est comme c'est comme une flèche qu'on applique, qu'on met sur une pièce. Alors là, c'est pas très bien fait, puisqu'on est tout de suite sur une liaison à appui plan. Alors, c'est pas le bon exemple. On va revenir sur le cours, ça sera peut-être mieux. Voilà, ici par exemple, ça c'est ce qu'on appelle un contact ponctuel. Il faut imaginer une flèche, un doigt, ce que vous voulez. Le fait de mettre votre doigt sur une surface, ici dans notre cas de figure ici, là par exemple, alors je vais repartir avec mon stylo. Voilà. Hop. Voilà. Imaginons que ça soit une pièce comme ça, et que là,
on a un repère avec l'axe des X, l'axe des Y. Le fait d'appliquer un contact ponctuel ici, on va empêcher quoi? On va empêcher la pièce de se déplacer à gauche. Donc de se translater suivant l'axe des X. Elle va pas pouvoir aller à gauche, elle va plus pouvoir se translater en X. Alors, elle va pas pouvoir se translater suivant l'axe des X. Vous allez me dire, oui, mais à gauche, dans cette direction. Mais elle peut toujours aller à droite. Alors, c'est là où, justement, je vois que les anglo-saxons, a priori, eux, ils parlent pas de 6 degrés de liberté, mais de 12 degrés de liberté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, moi je vous ai dit qu'il y en avait 6. 6 translations et 6 rotations. 3 translations, 3 rotations. Et bien eux, ils disent qu'il y a 6 translations et 6 rotations. Et le fait, alors c'est comme ça, hein, le fait d'éliminer ici, la flèche là, elle empêche la translation suivant l'axe des X à gauche. On est d'accord. On va mettre un signe moins et plus, ça facilitera. Mais si on élimine la translation en X en moins, et ben on va aussi éliminer la translation en plus. D'accord? Ça c'est important à retenir. Quand vous éliminez la translation dans un sens, on considère qu'elle est éliminée dans l'autre. Pareil pour les rotations. Si vous éliminez une rotation dans un sens, elle est éliminée dans l'autre. Ça c'est la première chose à bien retenir. Donc voilà. Je reviens sur mon petit exemple de pièce. Le fait d'avoir mis une normale, on appelle ça une normale, j'ai enlevé ma translation. Mais vous voyez, si ma pièce, j'en ai mis qu'un là, elle peut toujours monter, descendre, donc ça veut dire que j'ai la translation Y, j'ai aussi, elle peut toujours sortir de l'écran, c'est-à-dire venir vers nous ou aller dans la feuille, donc ça serait la translation Z, et puis enfin, elle a toujours les rotations possibles. Regardez dans ce sens, elle peut toujours tourner comme ça ou comme ça. Et tourner dans tous les autres sens. D'accord? Donc, un contact, on a enlevé 1 degré de liberté. Dans ce cas-là, c'est la translation suivant l'axe des X. Voilà. Alors, maintenant, donc, 1 degré de liberté correspond à un mouvement possible. On vient de le voir. Pour éliminer le degré, on utilise un contact ponctuel. Pas de souci. Si l'on supprime 1 degré de liberté, on supprime un mouvement et on obtient 1 degré de liaison. Okay. Si l'on supprime les 6 degrés, la pièce possède avec le référentiel 6 degrés de liaison. D'accord. La pièce ne peut alors occuper qu'une seule et unique position. C'est l'objectif recherché. Lorsqu'on les désire supprimer x degrés de liberté en créant x degrés de liaison, on dit que le système est isostatique. Bon, ça c'est un peu blabla, honnêtement. Hein. Normale de repérage. Le contact ponctuel peut être représenté par un vecteur normal à la surface considérée. Le symbole de base est représenté ci-contre. Si nécessaire, il peut être projeté sous forme d'une surface quadrillée délimitée par un trait fin. Ok, ça c'est dans la figure de 1, là, c'est quand au niveau de la vue sur le dessin, la flèche elle arrive perpendiculaire à la pièce comme ça. Mais si vous avez une autre vue de la pièce et que par exemple le symbole il sort de la pièce, il sort de la feuille ou il rentre dans la feuille, on va le symboliser de cette façon, projeté. Allez, travail demandé, là on vous demande, vous voyez, on vous a fait un petit dessin, vous avez une touche bombée et on vous demande de représenter ce que ça fait sur le dessin à droite. Donc on va, pour représenter, pour symboliser cette touche bombée, on va mettre une flèche sur la pièce. Voilà. Ensuite, règle de mise en position des normales de repérage. Les normales de repérage. Alors il y a plusieurs règles, ouais, on va commencer à les définir. Les normales de repérage sont installées du côté libre de la matière, directement sur la surface du référentiel, éventuellement sur une ligne de rappel en cas de manque de place. Donc regardez, les normales de repérage, on les met côté extérieur matière, comme la figure de gauche. On ne les met pas à l'intérieur. Ça, c'est la première règle. S'il fallait
éventuellement sur une ligne de rappel, ça veut dire quoi? C'est que si on n'avait pas de place, on a le droit de tirer une ligne comme ça et de la mettre à l'extérieur. D'accord? Voilà, ça éventuellement on peut. Règle 2, l'emplacement d'une surface de repérage est déterminé de façon que le degré de liberté qu'elle supprime ne soit pas déjà interdit par une autre normale. Alors, voilà, en gros, il ne faut pas que une normale fasse déjà ce que fait déjà une autre normale. Là, vous avez alors un exemple à gauche. Et pourquoi 4 et 5 c'est pas bon? Parce que en fait 4 et 5 là elles sont exactement au même endroit et elles vont avoir deux fois le même effet. Donc c'est pas la peine de le mettre deux fois. Ensuite, ne jamais placer plus de 3 normales parallèles. Et dans ce cas, les points de contact ne doivent pas être une ligne droite. Éloignez les points au maximum. Donc la figure de gauche, on a 3 normales sur le même plan. Par contre, il n'y en a que 2 qui sont parallèles. Il n'y a que ces deux-là qui sont sur voilà. Elles sont parallèles 2 à 2 si vous voulez, mais pas 3 alignés comme ça. Règle 4, ne jamais placer plus de 3 normales coplanaires. Coplanaire, ça veut dire sur le même plan. Voilà. Enfin, règle 5, les normales de repérage sont installées et affectées d'un indice numérique de 1 à 6. Donc on leur met des numéros. Mais ça, on va revoir au travers de l'exemple comment ça fonctionne. Règle 6, les surfaces qu'il y a sur la mise en position d'une pièce sont en principe celles du système de référence qui définit la position des surfaces à usiner. Voilà. Donc là, on a mis en place des règles. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller faire un petit exercice parce que là, vous vous dites, tout là, j'y comprends rien, c'est pas très clair et c'est pas évident au début. Donc vous allez voir, on va faire un petit exercice. Voilà, comment ça fonctionne et ça sera peut-être plus clair. Donc, vous avez ici une pièce, donc on reconnaît que c'est du tournage, hein, dans le premier exemple. Vous avez une pièce, c'est du tournage. À gauche, là, ici, là, dans cette première case, alors hop, on va prendre le stylo, ce sera un peu mieux, donc je vais même prendre du vert. À gauche, vous avez une espèce de vue en 3D, hein, avec la symbolisation, vous voyez, c'est une pièce, c'est un cylindre qui est serré dans des morts. Et puis il y a une espèce de butée sur la gauche. On a mis en place un repère X, Y, Z. Donc ce que je vous propose, c'est déjà, ici à droite, on a mis en place des normales de repérage. Elles ont été mises en place, c'est pour vous qui avez décidé. On va juste voir, l'objectif là, ça va être de dire ce qu'elles suppriment, ces fameuses normales. Alors on y va. Pour commencer, pour simplifier le travail, on va... sur chaque vue, parce que là, vous voyez, il y a deux vues. Hein. C'est la même pièce, mais avec deux vues pour faciliter la compréhension. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre en place le repère. Donc sur cette vue, le repère, vous voyez, ça c'est l'axe des Z. L'axe ici, ah là là, c'est pas évident avec le stylo. Attendez, je vais refaire. C'est un peu mal fait. On va essayer, hop. Donc entraînez-vous, regardez, là, vous avez l'axe des Z, ici l'axe des X, et l'axe Y, donc on ne le symbolise pas, on le symbolise comme ça, il vient vers nous. Sur l'autre vue, alors qu'est-ce qu'on a? On a ici, quel est cet axe? Ben, cette fois c'est l'axe des Y, celui qui monte c'est l'axe des X, et puis celui qu'on ne voit pas c'est l'axe des Z. Hein. Alors, voilà. Donc du coup, comment on va travailler? On va dire quel indice, là, quel normal supprime quel degré. Alors comment on fait? On va travailler un par un, et surtout, on va les prendre dans l'ordre. Donc on va commencer par le 1. Et le 1, on va s'imaginer au début qu'il est tout seul. C'est-à-dire que on va imaginer cette pièce, on va lui appliquer... Ici, au début, faut l'imaginer, on les enlève tous, et la pièce, elle flotte dans l'espace. Il faut beaucoup d'imagination, mais on y arrive. Donc elle flotte dans l'espace, cette pièce. Et du coup, on lui applique juste 1. Qu'est-ce qui va se passer? Si ma pièce, je lui applique juste 1 ici, sans les autres ils n'existent pas, et bien regardez, 1, il est aussi
ici, alors c'est peut-être plus facile à comprendre ici, si j'applique juste 1, vous voyez, on voit que 1, il va empêcher à ma pièce d'aller comme ceci et comme ceci. C'est-à-dire que se déplacer suivant l'axe translation en Y. Donc on va pouvoir marquer dans notre tableau que 1, il empêche TY. D'accord? On n'a mis que lui, hein, lui tout seul. Maintenant, une fois qu'on a mis en place 1, il supprime TY. On va dire 2, on rajoute 2. Donc 2, c'est un autre qui est à côté ici. Donc il est sur l'autre vue, vous voyez, c'est pour ça que c'est la même flèche sur l'autre vue, parce qu'ils sont confondus. En fait, il est derrière, mais on ne le voit pas sur cette vue. Et c'est pour ça qu'on a marqué 2. Et qu'est-ce qui l'empêche 2? Alors, vous allez me dire, il empêche TY. Non, TY, il est déjà enlevé par 1. Donc, on ne va pas l'enlever une deuxième fois. Par contre, qu'est-ce qui l'empêche de faire? Si on met 2 appuis, 1 plus 2, du coup, le fait d'avoir ajouté 2, mais d'avoir déjà 1 auparavant, il va nous empêcher à la pièce de tourner autour de X, de l'axe des X, l'axe qui monte ici. Ma pièce, alors c'est peut-être pas évident sur quelle vue, elle va pas pouvoir tourner comme ceci, avoir une rotation comme ceci. Et ça, c'est l'axe des X. Alors, est-ce que sur cette vue, on le verrait mieux? L'axe des X, il monte. Ouais, c'est pas évident. Là, il faut bien se projeter. 2 va nous empêcher la pièce de tourner suivant l'axe du X. Donc 2 va nous supprimer la rotation suivant l'axe des X. D'accord? Ensuite, 3. Qu'est-ce que 3? Vous voyez, donc 1 et 2 sont mis en place. On rajoute 3. Donc 3, c'est celui qui est en bas, là, ici. Donc lui, si on regarde sur l'autre vue, c'est peut-être plus facile. Il va empêcher une translation comme ceci. De monter et de descendre à la pièce. Et la montée et la descente, regardez, c'est l'axe des X ici. Donc 3, il va nous empêcher translation suivant X. 4, il est à côté. Alors 4, vous allez me dire, ah, mais il nous empêche TX. Ah non, non, TX, il est déjà enlevé, on ne peut pas l'enlever 2 fois. Donc 4, cette fois, il va nous empêcher la rotation, si vous regardez, autour de l'axe des Y, celui qui vient vers nous. On ne le voit pas, c'est sur cette vue-là. Sur cette vue-là, c'est l'axe qui sort de la feuille, qui sort de l'écran, qui vient vers vous. Et bien, 4, il va nous empêcher cette rotation autour de cet axe Y qui vient vers nous. Donc 4, c'est RY. Et 5, donc ici, qu'est-ce qu'il nous enlève? Donc on le voit bien sur cette vue, il empêche à la pièce d'aller à gauche et à droite sur la feuille, là, comme ça. Donc il nous enlève la translation suivant Z. Qu'est-ce que je mets? 5, voilà. Et puis 6, alors là 6, il n'y a pas de... Vous allez me dire, il n'y a pas de RZ, il manque un degré à supprimer. Je suis d'accord avec vous, on est en tournage. Alors c'est un cas particulier parce que 6, en fait, il est supprimé par adhérence. Il est supprimé grâce à l'adhérence des morts sur la pièce. Au niveau de la mise en position, on ne le supprime pas sur la mise en position, on le supprime grâce à l'adhérence des morts sur la pièce. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne le met pas, il n'y a pas de flèche 6. Alors, là je vous ai fait un premier cas de tournage. Donc vous, ce que vous allez faire, bien sûr l'exercice, ça sera de faire les autres cas de tournage, les autres exemples qui sont mis, comme je viens de le faire. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au cas de fraisage, ici. Le premier cas de fraisage, on va le faire ensemble. Donc, même histoire que tout à l'heure, vous avez à gauche une pièce qui est symbolisée en bleu dans là c'est en étau. Et l'idée, c'est on va mettre en place un par un tous les degrés de liberté et il va falloir dire qu'est-ce qui supprime. Donc on va commencer par le 1, celui-ci, il est tout seul au début, il n'y a pas les autres, qu'est-ce qui nous supprime? Donc là, ça fait appel au dessin, il faut bien avoir en vue chaque vue de la pièce. Donc 1, moi je vais vous le mettre sur le 3D, il est comme ça, il monte sur la pièce. 1, il est là. Alors en vert, on voit rien.
Je vais le repasser en rouge. 1, il est là, en bas, ici. Donc il empêche la pièce de monter et de descendre. Hein, sur notre vue en 3D. Et la montée et la descente, regardez, qu'est-ce que c'est? C'est l'axe des Z. Donc 1, il empêche TZ. Voilà. Alors, je peux peut-être, pour vous faciliter la chose, sur chacune des vues, on va refaire un repère. Vous voyez, regardez. C'est-à-dire que là, on a sur la vue, on a Y, X, comme ceci. Sur cette vue ici, la grande, on va dire la vue de face. Ici, sur cette vue-là, on va avoir ici l'axe qui monte, c'est l'axe des Z. Et ici, on a l'axe des X. Et enfin, la vue du dessus, là, on a l'axe Z qui monte, comme ceci. Et puis, ici, on a l'axe des Y. Voilà. Voilà, ça je vous invite à le faire sur chacune des vues à chaque fois. Ça vous permet, c'est plus facile après pour voir qui supprime quoi. Donc revenons à notre histoire. On a vu 1. Donc 1, par exemple, sur quelle vue ça serait facile? 1, bah, c'est facile sur cette vue. Vous voyez l'axe des Z là. On voit bien l'axe des Z, il part à droite, c'est cet axe-là. Et on voit 1, il est bien parallèle à Z ici. Donc on voit qu'il supprime translation 2, qui supprime la translation suivant Z. Alors 2, maintenant 2, il est là et il est là. Hein, donc on avait déjà mis en place. Le fait de mettre 2, qu'est-ce qu'on va empêcher? On va empêcher, regardez bien, la rotation suivant l'axe des X. On le voit bien sur cette vue. Moi je le comprends bien sur cette vue là, la grande vue. Le fait de mettre 2, ça empêche à la pièce de basculer. Alors si je vais sur la vue 3D, on va le voir comme ça. Il empêche de basculer. 1 est là, 2 il est au bout de la pièce. Il va empêcher une rotation suivant l'axe des Y, ici. Donc 2, il va empêcher RY. Voilà. Ensuite, 3. Le fait de mettre 3 ici, il est... alors ici, là, sur la pièce, en bas, pardon, non, là je le mets mal. Plus bas, il serait plus bas, là ici sur le côté. 3 ici, 1, 3. 1 ici, 2 en haut, 3 ici. 3, il va nous empêcher la pièce de tourner autour de l'axe des X comme ceci. Donc 3, on va mettre 3 ici. Voilà. J'en profite pour vous dire que regardez, les 3 appuis sur le même plan, donc là on commence à parler de liaison, ça nous a supprimé une translation et 2 rotations. Mais ça on va y revenir après là, dans la suite de la vidéo. Ensuite, on met 4. Le fait de mettre 4 ici, il nous supprime quoi? Donc là c'est facile sur cette vue, regardez. 4 il est parallèle à Y, donc 4 il supprime TY. 4 nous supprime la translation suivant Y. 5, il est ici en haut, qu'est-ce qui nous supprime? 5, il va empêcher la pièce de pivoter, donc de faire une rotation comme ceci. Et comme ceci, c'est l'axe qui sort, c'est-à-dire on ne le voit pas sur cette vue, c'est l'axe des Z. Donc 5, il va empêcher la rotation suivante Z. Et enfin, le dernier, 6, ici, sur cette vue on voit bien, 6, il est parallèle à l'axe des X. Et il empêche la translation suivant l'axe des X. Voilà comment comment on peut décoder l'isostatisme. Donc ça, l'objectif, ça va être faire les autres exercices pour déjà bien comprendre qui fait quoi. Hein, c'est de la lecture. Alors on va revenir à notre petite vidéo avec la définition des liaisons cette fois. Alors, là on vous parle de la liaison appui-plan. Et alors liaison appui-plan, c'est vrai on parle de liaison appui-plan parce qu'ils ont mis un plan, mais en réalité, notre liaison appui-plan, c'est comme dans notre exercice précédent, c'est 3 appuis. D'accord? On va rappeler ici 1, 2 et 3. Et nous, on avait vu que ça supprimait 1, 2 et 3. Regardez, on les a là, ici. 1, 3, 2, ça supprime une translation de rotation. Alors,
liaison appui plan, une translation, suivant X. Alors, est-ce qu'on peut le déplacer suivant Y? Oui. Et on ne peut pas le déplacer suivant Z. Donc il vient de nous supprimer une translation. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Il n'a pas supprimé suivant TX, il la laisse suivant TX. Alors on peut pas, on le voit peut-être mieux là en 3D, on peut pas faire une rotation suivant X. Est-ce que je peux le faire tourner suivant Y maintenant? Non, on ne peut pas. Et suivant Z, autour de l'axe Z, c'est l'axe qui monte. Hein, vous avez tous compris, c'est oui. Donc du coup, vous vous rappelez qu'on a vu dans l'exercice que un appui-plan supprimait une translation et deux rotations. C'est ça. C'est exactement ce qu'on retrouve dans l'exercice. Alors, est-ce qu'on peut le déplacer en X? Eh ben non, on ne peut pas. On peut toujours le déplacer en Y. Sans rompre le contact, faut imaginer que là, il disait est-ce qu'on pouvait déplacer, imaginons que il faut toujours que ça soit collé à la règle, quoi. On disait est-ce que c'est possible de le déplacer sans que ça soit toujours collé à la règle? Donc c'était pas possible. Et maintenant, si on met un pion, est-ce que c'est toujours possible de le déplacer en Y? Non. Donc le pion nous enlève TY. Et donc là, dans ce cas-là, on a fait une mise en position isostatique. Ok, là je fais une pause, hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La mise en position, l'objectif, vous voyez ce cube là, ce prisme, si vous le prenez, vous l'enlevez, vous le remettez avec un système isostatique comme on vient de définir, il reviendra toujours à la même position. C'est la mise en position. Et effectivement, quand on veut usiner, il ne suffit pas de mettre en position, il faut aussi maintenir en position. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc oui, on peut bien bouger le cylindre de gauche à droite là. Est-ce qu'on peut le bouger suivant Y? Ben non. Et suivant Z, non. Parce que je vous rappelle que même s'il peut monter, hein, en réalité, ben, comme il ne peut pas descendre, on a bloqué dans un sens. Alors les rotations.
Rx, rien ne l'empêche. Ry, on peut toujours l'avoir. Et RZ aussi. Alors attention, hein, là dans le cas du V, il faudrait plus imaginer un... Mince. On pourrait se dire que pour RZ, mais non, ça ne bougera plus. Il faut s'imaginer un plan. Là, c'est une tôle épaisse, hein, qu'on a mis dans l'exemple pour le dessin, c'est épais. Mais en réalité, un contact ponctuel, c'est un point, c'est pas une surface comme ça. Donc elle peut toujours retourner autour de RZ, votre pièce. Hein. Et RY aussi. Alors, sans surprise, comme tout à l'heure, 1 et 2 suppriment TY et TZ. Et là, par contre, le fait d'avoir ajouté 3 et 4, Rx, c'est possible, pas de souci. Il peut tourner sur lui-même, autour de son axe. Par contre, cette fois, Ry, on l'a supprimé. Et RZ aussi. Alors, il n'a pas donné la réponse, c'était à plus plan, hein, pour la surface 1. Pour la 2, c'est annulaire. Et là, quel est le seul degré qui n'est pas éliminé? C'est le... Il donne pas les réponses. C'est le TZ. On le supprime hein, quand même, hein, ce degré. Moi je vous dis, c'est par adhérence qu'on le supprime après. Qu'est-ce qu'il là, il lui manque plus qu'une translation, donc on lui va lui mettre une butée si vous voulez. C'était un contact ponctuel pour supprimer la translation du 5e degré. Voilà. Bon, voilà pour la première partie. On va quand même revenir un peu sur le cours, sur la suite. Mais du coup, ça va aller très vite parce que là, vous l'avez vu au travers du diaporama. Hein,
Et du coup, on vous définit maintenant les types en fonction du nombre de degrés, le type de liaison que vous faites. Alors quand vous n'avez qu'un degré sur une surface, c'est un contact ponctuel, une liaison ponctuelle. Si vous avez deux normales, vous voyez, qui sont sur la même droite, c'est une liaison linéaire rectiligne. Ensuite, sur un cylindre court, quand vous avez deux normales, donc on les voit mieux sur ici peut-être, ici là, quand on a nos deux normales, 1 et 2, ici on va créer une liaison linéaire annulaire. Pareil, même chose si c'est à l'intérieur d'une pièce, c'est le même effet linéaire annulaire. Ensuite, on l'a vu dans l'exemple sur la vidéo que je vous ai montré, quand vous avez 4 degrés, 1, 2, 3 et 4, alors là c'est faux, c'est 1 et 2 de ce côté et 3 et 4 de l'autre, enfin peu importe, ça vous fait, on génère une liaison pivot glissant en extérieur ou en intérieur. On a vu, c'était le premier exemple, 3 appuis sur le même plan espacés, et ben on génère un appui plan. Et regardez, oui c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, à côté là dans le tableau, c'est les degrés que ça supprime, on génère voilà, lequel on a supprimé, hein, une translation de rotation, et le nom de la liaison que ça crée. Voilà. Donc ça, on va, voilà pour les principales liaisons. Maintenant, on part sur une pièce prismatique, vous voyez, on y met des degrés. 1, 2, 3, on a supprimé appui plan. AP, ça veut dire appui plan. Une translation de rotation. Ensuite, sur le côté, on met 4 et 5. Ici, 4 et 5, c'est une linéaire rectiligne. On vient de le voir, on les a définis avant. On supprime une translation, une rotation. Et enfin, le 6e degré avec une liaison ponctuelle. Ça, c'est pour le cas typique en fraisage, hein, quand vous êtes dans un étau. Voilà. Ensuite, opération de tournage, deux cas de figure principales. Quand la pièce est courte, un petit cylindre, donc dans ce cas-là, c'est 1, 2, 3, on met un appui plan sur le côté de la pièce. Donc là, par exemple, c'est la face de la pièce qui va être en appui contre le mandrin. Donc on fait un appui plan 1, 2, 3. Et puis 4 et 5, une linéaire annulaire pour le cylindre. Ça, c'est dans le cas où le cylindre est court. Mais on va reparler après dans la mise en place des normales. Voilà. Enfin, quand le cylindre est long, hein, alors ça, c'est le tableau, c'est pour la vue d'avant. AP, appui plan, LA, linéaire annulaire. D'accord ? Et enfin, quand le cylindre est long, on l'a vu dans les exemples, on supprime 4 degrés de liberté. 4 degrés, et ben c'est une liaison pivot glissant. D'accord ? Ça s'appelle pivot glissant. Et enfin, le 5e degré, ici, il est supprimé grâce à une liaison ponctuelle. Voilà pour cette première vidéo, première partie sur le long chapitre de l'isostatisme, pour décoder un peu les normales. Donc je vous invite à faire les exercices qui restent à faire, à les corriger, et il faut vraiment arriver à comprendre pour pouvoir passer ensuite à la vidéo 2.